il y a 2 semaines. شوية الكلية مصيبة وكتعرف النتائج السلبية بالنسبة للصحة ديال الإنسان مصيبة بزاف وهذا كيجعل بعض الحكايات كنعكسو بالضرورة ولكن كنطلبوا من المستمعين دائما السمع كما كنعرفوهم قولوا ديالهم تامينهم كذلك لان كاين اللي عنده وليدات وكاين اللي عنده ولكن ربما نتمنى الله يعطينا شويه الصحه ما نبقاوش اذا aujourd'hui nous allons nous entretenir sur la relation de l'être avec la nature. La relation de l'être avec la nature, elle va déterminer et aussi la relation entre les êtres et participer à la création d'une cohésion humaine. On ne parle pas de cohésion sociale uniquement, mais de cohésion à l'échelle de toute l'humanité. Et c'est le sens d'une vraie mondialisation vers laquelle nous sommes en train de nous acheminer. Donc vous notez environnement et conception du monde. Environnement et conception du monde. C'est-à-dire que l'être humain est là, il est présent, Dieu l'a créé et il est là. Il a créé musulmans, mu'minin. قم تابع الكون اللي خلقه الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ونخرجكم هذا ما كنشكوش فيه لان حتى بغينا نشكو فيه صعيب علينا باش نعطيو اون ديمونستراسيون كونترير لان الى غمضت عينيك غتشوف على ان il y a quelque chose qui commande ce monde. Il y a quelque chose qui est appelé la conscience totale, absolue. À partir de cette conscience totale, absolue, est découlée notre conscience basse qui est là. C'est sur terre, sur la nature. Donc l'homme fait partie de la nature. L'homme fait partie de la nature. Il évolue. Et il évolue avec son environnement. Il évolue aussi avec son environnement. C'est مثلا la pluie tombe, je dois me protéger. Le soleil brûlant, je dois me protéger contre le soleil. Donc l'environnement change, évolue, l'être humain fait partie de cet environnement. Il y a des saisons, parfois dans certains pays on ne remarque même pas l'existence de saisons séparées. Dans beaucoup de pays, les saisons sont claires. Il y a l'été, l'automne, l'hiver. Donc avec l'été, l'automne, l'hiver, il y a changement de plusieurs comportements de l'être humain avec ces changements. Dans la façon de se nourrir, dans la façon de s'habiller, dans la façon même de s'exprimer. Donc ça change. Dans un climat brut, les gens sont enclins à ne pas recourir beaucoup au rire. Dans un climat gai, donc l'être humain lui aussi est gai. Donc il y a une détermination entre l'homme et la nature dans laquelle il vit. Alors, l'homme éprouve des besoins. L'homme éprouve des besoins, des désirs. Mais les besoins et les désirs de l'homme évoluent. Les besoins et les désirs de l'homme évoluent avec la société, avec la nature, avec le développement de sa connaissance, avec le développement de sa conscience. Donc, il évolue. Donc, si, par exemple,
un homme primitif n'avait pas besoin de lire un journal, aujourd'hui, on est censé acheter le journal. Hein, on est censé s'informer. Lui, il s'informait à travers la nature. Il regardait le ciel, il peut savoir que la pluie va tomber, donc quel endroit à éviter. Dans cet endroit, il n'y aura pas de pluie, donc il y a peut-être plus de conditions bonnes pour chasser. Hein, donc, il s'oriente dans la nature. Donc, cette orientation primitive de l'être dans la nature, elle n'est pas disparue. Elle est là encore. Hein. Vous pouvez rencontrer, par exemple, des gens qui cherchent l'eau de façon naturelle, comme c'était à l'époque primitive, qui cherchaient de l'eau. Hein, avec, peut-être aujourd'hui, ce sont des branches de l'olivier, mais avant, il y avait d'autres branches, d'autres vagues qui pouvaient aider l'homme à chercher, par exemple, à chercher l'eau dans la nature. Mais la nature ne produit pas de machine. Il ne produit pas de moyens, de prolongement de l'être. Donc, ceci ne peut pas être aussi sans liaison avec la nature, ou sans lien avec la nature. Donc les prolongements, vous connaissez les prolongements de l'être? Comme quoi? La pioche, une pelle, un marteau, une scie. L'homme ne peut pas scier avec ses dents l'arbre, donc il doit avoir une scie. Donc, ce sont là les prolongements de l'homme pour faciliter le travail. Et aujourd'hui, il y a des bulldozers, donc ce sont des prolongements de l'être. C'est l'être qui les commande pour réaliser une opération, pour réaliser un objectif. Mais la nature ne les produit pas. Mais cela ne veut pas dire que la nature ne participe pas à leur production. Je donne un exemple. Pour récolter des olives, auparavant, on utilisait ce qu'on appelle le bol. Bâton long en bois. Mais ce n'est qu'une branche d'arbre qui a été travaillée de façon à pouvoir être utilisée pour coller les olives. Donc il est né dans la nature. Donc, seulement il y a une certaine transformation effectuée par l'homme. Si vous prenez les machines, donc il y a une mécanique céleste. Cette mécanique céleste, l'homme l'a comprise relativement. Et il a lui aussi créé des mécanismes. Ces mécanismes, ce n'est pas uniquement mécanisme de la machine à vapeur, du moteur à explosion ou autre, mais il y a d'autres mécaniques qui sont fabriquées par l'homme par analogie au mécanisme céleste. Donc, mais c'est une création humaine. Mais la machine n'a pas été fabriquée par la nature. C'est l'homme qui a conçu cet appareillage. Mais à partir d'éléments de nature. Pas à partir du néant, parce que c'est impossible de créer quelque chose à partir du néant. Donc on crée à partir d'idées qu'on peut découvrir, qui existent et qu'on peut découvrir quelque part. Mais il y a quand même des éléments de base, des fondamentaux qui ont été bien sûr trouvés dans la nature. Par exemple, si vous prenez une voiture, la voiture aujourd'hui, c'est aussi le prolongement de l'homme, parce qu'il accélère la vitesse de l'être, il lui permet d'atteindre des distances en l'espace de temps plus court, donc c'est un prolongement de l'être. Il réduit
l'action, la dépense de l'homme pour une action particulière. Donc, mais la nature ne crée pas directement, ne crée ni machine, elle ne produit pas, comme je l'ai dit, d'outils de prolongement de l'homme, elle ne produit pas de routes, comme les routes qu'on a aujourd'hui, mais on peut trouver des sentiers créés par la nature, des sentiers créés par la nature, comme la pluie tombe, elle ruisselle, l'eau se rassemble en flot très important, il creuse des sillons, il creuse des rivières, il creuse des ouelles, des sarias et autres. Donc c'est la nature qui crée des sentiers. Et parfois ces sentiers sont utiles pour l'homme, il les emprunte pour arriver à certaines destinations. Mais les routes comme aujourd'hui, les autoroutes, tout ceci, ce n'est pas une création de la nature. Mais c'est une création à base de pensée, et la pensée, elle vient de la nature, la pensée de l'être, parce que l'être est nature. Il ne peut pas ne pas être nature, l'être. Elle ne produit pas non plus de voies ferrées ni locomotives. Mais, bien sûr, il y a quand même la main de la nature dans ces créations. Tout cela résulte de l'effort humain. Ceci résulte de l'effort humain. L'effort de travail de l'homme. L'effort humain, de l'effort de travail de l'être humain ou de l'homme. C'est-à-dire que les matériaux, les minerais, les matériaux naturels, les minerais, se transforment par la volonté de l'homme, et par son action, répondant à la nécessité de réalisation d'une idée, de la réalisation d'une idée. Donc, c'est pas uniquement la femme, mais l'homme lui aussi. Pour manger le pain, il faut le préparer. Il faut acheter le blé, il faut le laver, il faut le sécher, il faut le moudre, il faut tamiser la farine, il faut, après prendre la farine, l'eau, le sel, le levure, et faire cuire du pain. Mais il y a des idées qui entrent là-dedans. Parce qu'il y a une femme qui veut que le pain soit salé, plus salé, une femme qui veut que le pain soit moins salé. Certains pensent qu'il vaut mieux manger très sucré, du pain sucré, et autres. Donc il y a des idées. Et puis il y a l'idée de faire du pain long, du pain rond, du pain carré, du pain cubique. Donc tout ceci, ce sont des idées des êtres humains. Il y a c'est immense les idées que possède cette créature qu'on appelle l'être humain. Mais c'est une accumulation des idées de l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité. Chacun de nous, il accumule dans sa pensée tout ce qui a été effectué dans l'histoire comme évolution sur le plan technique, technologique et sur le plan de la réalisation d'objectifs. Même si on ne peut pas aujourd'hui, moi je ne peux pas construire une maison, mais je peux concevoir une maison, mais pas la construire. Parce que la construire, il faut les architectes, il faut par exemple les ingénieurs du fer, c'est-à-dire ceux qui des charpentes, il faut les cimentiers, il faut les gens fabricants. Donc tout ceci, je ne peux pas le faire, mais je peux concevoir une maison. Je peux dire, voilà, je veux une maison en briques rouges, une maison carrée, une maison de quelle dimension. Je peux avoir une idée dans ma tête.
Donc il y a une accumulation de connaissances qui fait que l'être peut être bien sûr connaisseur de certains éléments composant une structure. Donc les matériaux, j'ai dit, naturels et les métaux se transforment, j'ai dit, par la volonté de l'être humain. De l'être humain déterminé de l'être humain, déterminé, et disposant de moyens. Qu'il a préparé lui-même à l'avance. De moyens qu'il a préparé lui-même à l'avance. Il a préparé lui-même à l'avance. À travers son expérience. À travers son expérience séculaire. À travers son expérience séculaire. Ce n'est pas l'expérience d'un seul être humain, mais à travers l'expérience séculaire de tous les siècles, de tous les temps donc, qui s'accumulent aujourd'hui. Donc, la machine à vapeur a été créée par James Watt, mais cette machine à vapeur a donné une révolution énorme. Cette révolution se transformait bien en ce qu'on voit aujourd'hui dans les domaines de transport aérien, transport par voie ferrée, transport transport maritime, transport ferroviaire et autres types de transport, et encore plus que transport des fusées, ceci, ça est partie de cette création. Aujourd'hui, on voit les armes à feu, les Chinois ont pu découvrir barreau, comme explosif. Donc cet explosif a donné naissance à l'apparition des armes explosives. Et ça va donner par la suite la création de la bombe atomique, la bombe H, et autres types d'explosifs utilisés aussi bien dans le domaine militaire que dans le domaine civil. Aujourd'hui, on ne va pas passer bien sûr 5, 6 et même 10 semaines à faire descendre un immeuble. Aujourd'hui, on peut dynamiter l'immeuble et la faire de quelques heures de préparation propre, mais quelques minutes de démolition de tout un immeuble. Donc le progrès scientifique et technique est immense. Donc il utilise ces moyens, dans un but, bien sûr. Dans un but. Celui de satisfaire ses besoins finaux, ou ses besoins finaux, comme vous voulez, finaux. Vous écrivez finaux, c'est mieux. Des besoins finaux. Je donne les besoins finaux. Il y a ça. La nourriture, la nourriture. La pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow. Mais la pyramide de Maslow en évolution, en progression, toujours en progression. Donc aujourd'hui, on se contente d'avoir des voitures pour rouler, mais dans un futur proche, il y aura des gens qui ne vont plus rouler dans leur voiture, mais qui vont voler dans des avions, s'il y a d'autres appareillages qui va être créé, bien sûr, et qui va survoler les espaces. Donc, dans un but bien déterminé, il utilise donc ces créatures, ces créations, dans un but particulier. Voilà la pyramide de Maslow, il y a des éléments qui évoluent rapidement selon suivent des transformations qui sont simples, mais il y a
des transformations très compliquées, surtout concernant les transformations qui s'opèrent dans l'esprit de l'être humain. Donc aujourd'hui, il y a des êtres humains qui accumulent une connaissance tellement énorme dans leur tête. Par exemple, il y a des chirurgiens. Il est à la fois chirurgien, mais il est aussi concepteur d'idées pour corriger un certain nombre d'anomalies, de malades dans un cerveau de l'être humain qui est tellement compliqué. Donc, il sait l'être à travers l'utilisation de ce matériel qui crée des innovations et des inventions techniques, technologiques. Il essaie de faire pression sur la nature. Il essaie de faire pression de plus en plus pression sur la nature. Donc, en Afrique, au cours des années 60, il y avait dans beaucoup de pays d'Afrique des cultivateurs qui cultivent le sol avec un petit bout de bois. On a parlé du col pour coller les olives. Lui, il a un morceau de bois pointu. Et il le fait entrer dans le sol, il essaie de provoquer. Donc il effectue un trou au sol et il pose la graine. Il effectue le trou, il pose la graine et la pose en attendant que la pluie arrive. Donc alors qu'aux États-Unis, à l'époque, aux États-Unis, on est passé à l'automatisme des machines qui cultivent les champs très étendus. Donc regardez la différence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est ultra moderne avec ce qui est juxtaposé à ce qui est primitif. Dans un continent, il y a encore le primitif, dans un autre, il y a l'ultra-modernisme et l'automatisme qui s'appliquait à l'époque. Ceci au cours des années 60 seulement. Aujourd'hui, bien sûr, en Afrique, on a même aujourd'hui des opérations d'agriculture qui se font par des avions, même dans les pays les plus reculés d'Afrique, les moins développés de l'Afrique. Pour répondre, par exemple, à certains disons, insecticides, certains médicaments pour rendre le sol fertile, on utilise aujourd'hui des avions en Afrique. Donc il essaie donc d'asservir la nature, à partir de laquelle il a été créé. Il essaie d'asservir la nature à partir de laquelle il a été créé et dont il fait partie. Il essaie donc de transformer cette nature. Il essaie donc de transformer, pas toute la nature, parce que ici je parle de nature à l'intérieur de la biosphère, c'est-à-dire la Terre sur laquelle nous vivons. Mais cela n'empêche que les moyens évoluent et maintenant on peut se poser sur la Lune. Maintenant c'est accessible facilement. On peut se poser sur Mars, c'est loin. On peut se poser sur notre planète, il faut les étudier quand même avant d'aller envoyer des expéditions là. C'est-à-dire que l'on peut avoir une domination plus importante sur la nature, sans jamais avoir une domination totale sur la nature. Parce que ici, quand on parle de nature, on parle pas uniquement de la Voie lactée.
Donc, il y a d'autres galaxies. Il y a une galaxie qui vient d'être découverte il n'y a pas longtemps. Donc, il y a une immensité de galaxies. Donc, il y a l'infiniment grand. Donc, ce qui démontre l'existence de ce qu'on appelle Dieu. Mais ici Dieu, c'est pas une force surnaturelle. Non, Dieu, c'est Dieu. On ne peut pas le comparer à quelque chose, à une force ou à une. C'est Dieu, c'est le tout total, créateur de ce monde. Mais nous, humbles êtres humains créés par Dieu, nous avons, bien sûr, nous nous approchons de Dieu, nous avons une volonté, nous avons des forces, nous avons des possibilités à côté de nos faiblesses, nous avons des caractéristiques, et ces caractéristiques, les caractéristiques ديال الله وحنايا كنقتربوا منه في السياق اننا كنمشيو في السياق ديال دوك لي كارactéristiques. حتى حنا nous voulons être رحماء, nous voulons être riches, nous nous rapprochons de Dieu. Voilà que si on veut être riche sans faire du mal, ni à la richesse, ni aux autres. Plutôt faire du bien avec la richesse que nous pouvons posséder. Parce que d'autres peuvent ne pas nous posséder. Il faut subvenir à leurs besoins, et même plus, un petit peu plus. Donc, il exerce son action sur la nature pour la rendre apte à satisfaire ses besoins. Pour la rendre apte à satisfaire ses besoins et ses désirs multiples. Pour la rendre apte à satisfaire ses besoins et ses désirs qui sont multiples, variés et sans cesse croissants, sans cesse en évolution. Une chose, c'est que l'être humain ne doit pas être avare et ne doit pas être irrassasié, c'est-à-dire voulant tout collecter, tout posséder. Alors, tous ces moyens de travail, ainsi que la richesse, ou plutôt les richesses, ainsi que les richesses créées, tous les moyens de travail, ainsi que les richesses créées par l'homme, représentent ce qu'on appelle la force matérialisée de la connaissance sociale générale. Matérialisée de la connaissance sociale générale. Donc, la richesse et l'accumulation technologique et technique, si aujourd'hui on peut vivre par exemple avec aisance, avec 6 000 dirhams chacun par mois par exemple, ceci grâce à l'effort qui a été fourni auparavant par tous les êtres humains qui ont vécu auparavant et qui ont fourni un effort pour faire évoluer la société humaine dans le sens d'une meilleure situation. Si on doit payer des dettes, c'est impossible de payer ces dettes. Aujourd'hui, si toutes les entreprises qui fabriquent des machines travaillant avec de l'énergie, avec de l'hydrogène, avec de l'oxygène, avec du charbon, avec le pétrole ou autre, pour dériver le pétrole, donc tous ces fabricants doivent payer à James Watt
une rente. Hein? Et nous qui possédons et qui utilisent des objets fabriqués à partir de ces éléments, à partir de ces machines, nous devons nous aussi payer à James Watt la honte de création. Mais James Watt n'est plus. James Watt a vendu peut-être sa licence auparavant, donc il n'a plus le droit. Et donc nous sommes libres de payer cette honte à James Watt. Donc, j'ai dit que ces richesses et ces moyens de production et de travail représentent ce qu'on appelle quoi? La force matérialisée de la connaissance sociale générale, c'est-à-dire depuis que l'être a commencé à travailler. Concernant l'environnement réel de l'homme, et qui sont accumulés, c'est-à-dire les moyens de travail sont accumulés par l'être humain ou par l'homme à travers les âges. Et puis il y a un enchaînement historique. Par exemple, je donne un exemple technologique parce que c'est un exemple que je connais mieux que d'autres exemples. C'est l'étannerie, par exemple. L'étannerie, il y a le traitement du cuir. Le traitement du cuir est parti d'une technologie qui remonte à l'époque primitive. C'est la technologie de séchage. On fait sécher les peaux, on les étend tout de suite après les avoir bien sûr eu comme toison, on les met au soleil. Le soleil, surtout en été lorsque le soleil est à l'île, donc ils sèchent, les peaux sont sèches, et on essaie de l'utiliser comme habit, comme couverture, comme lit pour dormir et pour fabriquer aussi des huttes et ainsi de suite. Mais puis arrive la technologie de rendre moelleux les peaux, les toisons. C'est-à-dire après les avoir séchés, bien sûr, on doit les racler ou bien avec un morceau bien fait de bois ou bien avec des pierres. Cette technologie reste encore en Sibérie, reste encore en Alaska, dans certaines régions. Mais après séchage, après raclage naturel, on a commencé à penser que la peau peut servir, bien sûr, à autre chose. On a commencé à mieux travailler le cuir en s'inspirant de ce qui se passe dans la nature. Donc on a commencé à utiliser des choses naturelles comme le méode, comme le son, le khana, comme le tanin, comme la chaux et autres pour travailler le cuir. Mais le travail du cuir qui utilise ces éléments est connu depuis les débuts du Moyen-Âge. C'est connu. Mais il y a une évolution. Peut-être on utilise plus le myode plus que le son, ou bien c'est le contraire, ou bien on laisse plus de temps aux peaux à se reposer dans la chaux avec de l'eau. Donc il y a des technologies évoluent et nous obtenons des cuirs de plus en plus raffinés aujourd'hui. On peut obtenir des choses, c'est naturel, l'on peut toujours revenir en arrière et utiliser certaines choses qui coûtent très cher, par exemple les peaux de renard, par exemple, qui sont traitées d'une façon primitive, mais d'une façon primitive modernisée, pour qu'ils soient moelleux, pour qu'il n'y ait plus l'odeur du cuir, et ainsi de suite.
Et les femmes aiment, surtout les renards. C'est le luxe. Hein? C'est le luxe. Le luxe, c'est le luxe primitif. Hein? Oui. C'est un luxe aujourd'hui. Ça coûte très cher. Hein? Donc il y a une accumulation de la connaissance que l'être humain aujourd'hui utilise et essaie à travers son utilisation à améliorer de plus en plus les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions à la fois de vie et les conditions de travail. Alors cette connaissance est accumulée, dans les compréhensions du monde, ce qu'on appelle conception du monde, comment on conçoit le monde, accumulé dans les compréhensions du monde. Donc, avoir fabriqué des matériaux, fabriquer des éléments, c'est bas, c'est terre à terre. Mais accumuler la connaissance, c'est supérieur. C'est que l'homme transcende, l'homme s'élève. Il commence à penser à la philosophie, il commence comme nous allons le voir. Donc, à force que l'amélioration des conditions de vie s'améliore matériellement, spirituellement, il y a encore une certaine évolution. Et l'évolution spirituelle entraîne encore et davantage une évolution sur le plan de la matérialisation matérielle. Alors, cette connaissance est accumulée dans les compréhensions et les conceptions du monde. Par conséquent, les progrès réalisés dans les rapports de l'homme avec la nature, les progrès réalisés dans les rapports de l'homme avec la nature, doit être reflété, ce rapport doit être reflété, ce progrès doit être reflété dans les conceptions qui caractérisent telle ou telle étape d'évolution de la société humaine ou de l'histoire de la société humaine. Histoire de la société humaine. Alors, les étapes antérieures, caractérisant l'évolution de la société humaine, les étapes antérieures caractérisant l'évolution de la société humaine, bien sûr, ont leur impact sur la formation de nouveaux rapports de l'homme avec la nature. Ils ont un impact aussi sur l'élaboration de nouvelles conceptions du monde. Donc, le rapport de l'homme avec la nature va influer sur les rapports de l'être avec l'être. Pourquoi les guerres? Parce qu'il y a des intérêts
qui se confrontent entre les êtres humains à propos de la nature, à propos de la terre. Parce que, à propos des positions stratégiques, surtout l'eau par exemple, à propos de l'eau, même si depuis le début de l'histoire, à propos de la chasse, parce qu'il y a des domaines, des tribus qui se forment dans la société primitive et qui ont un domaine de chasse et ils veulent élargir le domaine de chasse et ils ne veulent pas que quelqu'un, bien sûr, mette le pied dans leur domaine. Donc c'est une pensée égoïste, là aussi, entre les êtres humains depuis le début de l'ère. Et ça continue jusqu'à présent. Je me rappelle une histoire au cours des années 70 et en 71, le problème a été quand même réglé. C'était quelqu'un qui s'est aventuré à mettre du matériel agricole sur une terre en conflit. La terre n'était pas propriété du protectorat, mais les colons ont quitté le Maroc, ils ont laissé cette terre, c'était appartenait à la Jma'a, la collectivité, c'était collective. Donc la collectivité a demandé qu'on lui accorde la possibilité d'utiliser cette terre. Donc des années se sont passées sans que le tribunal décide. Alors si quelqu'un vient de loin et pose son matériel, c'est-à-dire qu'il va utiliser cette terre. Alors les Jma'a se sont réunis et ont essayé d'évacuer le matériel et il y a eu confrontation. C'est un haut responsable, c'est un haut dignitaire du Maroc qui a voulu utiliser cette terre pour la production de certaines productions agricoles. Donc il y avait intervention même des Qawat Moussaïda. Le problème a été tranché, réglé en haute sphère, c'est-à-dire c'est Hassan II qui avait tranché, parce qu'il s'agissait du conflit de son frère avec il a mis son matériel. Le tribunal avait déjà décidé que la terre appartient à cette Jma'a, mais ils n'ont pas divulgué. Donc c'était un problème un petit peu grave, mais il a quand même été étouffé. Donc les conflits naissent du fait de la satisfaction des besoins. Donc c'était chez les tribus primitives, mais ça existe aujourd'hui encore. Donc Bush, dans des discours, il disait que les intérêts des Américains ne se trouvent pas uniquement aux États-Unis. Les intérêts américains se trouvent au Moyen-Orient, se trouvent en Afrique, se trouvent en Asie du Sud-Est, se trouvent en Corée. Donc, est-ce que la Corée est américaine? Est-ce que l'Afrique est américaine? Mais là, oui, les intérêts, là, c'est il y a les États-Unis, il doit défendre ses intérêts sur place. Le seul homme qui a pu, bien sûr, mettre les Américains devant l'embarras, c'était le roi Faisal d'Arabie Saoudite qui a dynamité. Il a mis de la dynamite, mais il ne l'a pas effectué dans les puits de pétrole de l'Arabie Saoudite. Si les Américains mettent les pieds en Arabie Saoudite, nous allons tout dynamiter. Donc, ça va être comme une jeune américaine. Combien peuvent-ils dépenser avec les Anglais pour remettre à marche cette machine de production de pétrole d'Arabie Saoudite? Combien de capitaux vont-ils investir si malheur était arrivé? Donc, les États antérieurs ont des conditions, ont des caractéristiques, ont des agissements, et par conséquent, cela va influer sur les étapes qui vont succéder et vont avoir bien sûr des impacts sur l'être humain lui-même
sur la formation de nouveaux rapports, j'ai dit, de l'homme avec la nature et sur les rapports de l'homme de l'être avec l'être, c'est-à-dire entre les hommes. Donc, s'il y a tribunal, c'est pour résoudre ces conflits. Tribunal, c'est pour résoudre ces conflits. Mais vous ne recevez pas de conflit à propos d'environnement dans les tribunaux, parce que nous sommes encore loin d'arriver à ce stade. Il y a certains problèmes qui peuvent être, bien sûr, qui peuvent arriver jusqu'au tribunal. Par exemple, aujourd'hui, si une entreprise qui s'est engagée de ne produire qu'avec respect de l'environnement, on peut, si elle ne respecte pas ses engagements, on peut, bien sûr, l'introduire devant des tribunaux, parfois même des tribunaux criminels, avec crime industriel. Crime industriel. Donc, contre la nature. Alors, il influe sur l'élaboration de nouvelles conceptions se rapportant aux facteurs socio-économiques, aux facteurs sociopolitiques. La politique reflète, bien sûr, des agissements de résolution ou de création de conflits dans le domaine socio-économique et dans le domaine environnemental. C'est ça la politique. Et dans le domaine écologique. Ce sont ces rapports et ces conceptions, à propos d'environnement, de terre, de sol, à propos des rapports entre les êtres humains, et ces conceptions, c'est-à-dire la compréhension du monde, ces rapports et ces conceptions, qui vont servir de fondement et de base à l'élaboration de principes, à l'élaboration de normes, à la détermination de normes, à l'élaboration de principes, à la détermination de normes de conduite, de production, de dépenses, normes de conduite. Je donne une norme de dépenses qui évolue. Par exemple, la norme de dépenses évolue. Par exemple, combien peut-on normalement, avec le niveau technologique existant, avec les connaissances existantes, combien peut-on dépenser pour récupérer une tonne de carbone se situant dans l'atmosphère? Donc, si le carbone se trouve dans l'atmosphère, c'est qu'il y a des émanations. Ou bien les émanations sont naturelles, par exemple un volcan qui laisse échapper des fumées, carbone, avec soufre, ou bien le transport qui laisse échapper. Donc, combien peut-on dépenser avec la technologie existante de pointe, avec les connaissances de l'être humain, avec des équipes préparées, combien peut-on dépenser pour récupérer une part? Ça, c'est une norme de dépense. Les normes de conduite. En se déplaçant dans la rue, quelle est la dimension qui doit être entre deux êtres qui vont se croiser.
يمكن نديرو ولا نو شحال نديرو واش 5 سنتيمتر بيني وبينو ولا 10 سنتيم سي اون نورم on peut l'établir. Dépasser cette norme يمكن له يدعيني ولا نايم شكون هو اللي دايرين واحد الشيطان بيضاء في وسط الشارع في وسط pour les voitures qui circulent dans les deux sens. On peut déterminer le fautif grâce à ces 10 cm tracés sur le sol. Donc, cela vient de l'influence des étapes précédentes. Dans les étapes précédentes, il y avait des normes quand même, il y avait des normes de conduite, des normes de production, des normes de dépenses et autres. Et ces normes évoluent avec le temps, avec l'être humain. Il évolue donc, mais il y a un impact. D'abord, le premier impact, c'est qu'il y avait des normes. Ou bien le premier impact, il n'y avait pas de normes, mais on se sentait qu'il fallait des normes. Alors, l'étape suivante, il y aura des normes qui sont bien sûr déterminées, qui sont utilisées. Alors, ces normes et ces principes déterminent, ou règlent plutôt, ces normes et ces principes règlent les relations entre les hommes et entre les hommes et la nature. Entre les hommes et la nature. D'où la nécessité de faire appel à l'interprétation de l'histoire, de faire appel à des études anthropologiques. Donc on étudie l'histoire, on étudie l'anthropologie, comment les gens ont vécu auparavant en société, quels sont les résultats de ce vécu, qu'est-ce qu'ils s'en dégagent, comme progrès scientifique, comme progrès technique, comme progrès social. Donc, et ceci va influer, bien sûr, et va être utilisé à bon escient pour le futur, pour l'étape qui va venir. Alors, une telle approche basée bien sûr sur ces études, une telle approche est une approche intéressante, est une approche surtout qu'elle étudie le social. Donc c'est une approche qui étudie